Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce premier journal de la semaine. Place au sommaire. Un mois après la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, Médecins sans frontières alerte sur une riposte encore insuffisante alors que la maladie continue de se propager en Ituri. L'organisation appelle à renforcer d'urgence le dépistage et la surveillance. Et puis, à Lubumbashi, un homme d'une trentaine d'années est mort électrocuté dans le quartier de Kabulameshi. Il tentait présumément de voler un câble à haute tension de la SNEL. Une enquête est en cours. Enfin, à l'international, les pays africains figurent parmi les principaux débouchés des exportations agricoles et agroalimentaires françaises hors Union européenne, un marché stratégique pour les acteurs du secteur. Commençons avec cette information qui vient de tomber dans la soirée. Le Sénat a adopté ce lundi 15 juin 2026 en deuxième lecture la proposition de loi du député Ngondankoy fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Sur 89 sénateurs présents, 89 ont voté oui. Aucun contre, aucune abstention, alors que les sénateurs de l'opposition avaient claqué la porte de la salle de la plénière. Autre chose, le processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat franchit une nouvelle étape. Le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, a lancé ce lundi à Kinshasa le recrutement des agents chargés des opérations de cartographie censitaire au cours d'une conférence de presse conjointe avec le représentant résident de l'UNFPA en RDC. Il a assuré que le processus se déroulera dans la transparence et selon des critères strictement techniques. Le gouvernement promet également de déployer les équipes sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones à défi sécuritaire. Le RGPH-2 doit permettre à la RDC de disposer de données fiables pour mieux planifier ses politiques publiques et son développement. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau un intervenant. Il s'agit de Dieudonné Boinali. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Mojinga. Alors le recensement, on vient là de suivre cette brève qui parle notamment du prochain recensement de la population. Est-ce qu'elle permettra à la RDC de disposer des données fiables pour mieux planifier les politiques publiques notamment ? Merci pour la question. Sans peur d'être contredit, je dis oui. Pourquoi? Les recensements, c'est une opération de grande envergure qui consiste à faire le démembrement de la population pour connaître son nombre réel en fonction des différentes strates dont nous avons l'âge, le sexe, les niveaux d'études, selon que vous êtes vieux ou jeune, vous êtes analphabète ou lettré, et vous êtes originaire de X territoires, communes, provinces et villes. Et les recensements de la population, pour ceux qui lisent la Bible, il avait débuté avec le peuple d'Israël, quand Dieu avait demandé aux dirigeants d'Israël de faire le démembrement de son peuple. Aujourd'hui, au-delà du fait qu'il est lié à la démographie, le recensement est devenu une donnée économique qui permet d'ajuster des politiques publiques. Et en République démocratique du Congo, Damani Mujinga, juste un rappel, le dernier recensement général de la population date de 1980.
nous étions encore sous la République d'Isaïr. Et ça fait déjà 46 ans, 46 générations sont passées sans être recensées. Et au jour d'aujourd'hui, si on nous demande quel est le chiffre exact de la population congolaise, nous tous, les institutions, personnes physiques comme personnes morales, nous donnons juste des approximations ou des estimations disant que nous avoisinons les 80 millions, les 100 millions d'âmes. Alors, Dieudonné Bonali, quelle est la différence avec l'identification et l'enrôlement des électeurs? Parce que très souvent, ça prête confusion, étant donné que la carte d'électeur sert à défaut, justement comme une pièce d'identité ici en République démocratique du Congo. Déjà, il faut savoir que le recensement général de la population, comparé à l'identification et à l'enrôlement des électeurs, est plus économique. Pourquoi? Les recensements ont fait le démembrement de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des strates, âge, sexe, jeune, vieux, niveau d'études, religion, origine sociale, origine territoriale, cité, commune, territoire, ville, et voire même la province. Le recensement a un double avantage. Il permet, lorsque nous arrivons au moment des élections, l'administration électorale ne fera que demander le fichier général de la population en âge de voter. On va faire juste l'extraction de la population et a déjà atteint l'âge de 18 ans. Par contre, l'enrôlement des électeurs, comparé au recensement, les recensements concernent toute la population. Bébé, jeunes, papa, maman. Mais tandis que l'enrôlement, l'identification et l'enrôlement des électeurs ne concerne que ceux qui ont plus de 18 ans ou bien ceux qui ont totalisé cet âge le jour de l'identification de l'enrôlement des électeurs, ou soit ceux qui auront 18 ans à la veille des élections générales. Mais comparé aux deux, l'identification et l'enrôlement des électeurs est plus coûteux parce que tous les 5 ans, il faut refaire la même opération. Je vous donne seulement un chiffre qui va vous faire froid. Lors des derniers cycles électoraux, nous avons constaté que la République démocratique du Congo a dépensé l'équivalent, une bagatelle somme variante, 750 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars. C'est ce qui est énorme, l'argent que nous dépensons tous les 5 ans. Or, si on fait le recensement de la population, lorsqu'on va arriver au premier cycle électoral, on extrait le fichier général de la population en âge de voter. 5 ans encore, soit 10 ans après, on refait la même opération. Et surtout que les nouveaux-nés, lorsqu'ils sont déclarés à l'état civil, ils seront insérés directement dans les fichiers, dans la base des données. Ce qui va faciliter la tâche aux différentes administrations lorsque les nouveaux-nés auront 18 ans. Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous pour votre invitation. Poursuivant ce journal, le général-major Gabi Kasongo Mulumba Batoka a officiellement pris les commandes de la province de l'Ituri dans un contexte particulièrement difficile. Désigné pour succéder au lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, il hérite d'une province où les défis sécuritaires et sanitaires s'entremêlent, mettant à rude épreuve l'autorité de l'État et les conditions de vie des populations. Didier Ilunga nous en dit plus. 5 ans après l'instauration de l'état de siège, l'Ituri demeure l'un des principaux foyers d'insécurité dans l'est de la RDC. Les attaques répétées des groupes armés, notamment la milice Kodiko, le rebelle de ZADF et d'autres factions locales, continuent de faire de victimes civiles, d'alimenter les déplacements des populations et de fragiliser l'activité économique dans plusieurs territoires, dont Djougou, Irumu et Mambasa. À ces défis sécuritaires s'ajoute une crise sanitaire majeure. Épicentre de la 17e épidémie d'Ebola déclarée en mai dernier, l'Ituri concentre plus de 90% de cas enregistrés à travers le pays. Au 14 juin, les autorités sanitaires faisaient état de 782 cas confirmés et 181 décès, avec une propagation de la maladie dans une vingtaine de zones de santé de la province. Les opérations de riposte restent fortement perturbées par l'insécurité, le déplacement des populations, les difficultés d'accès
l'accès à certaines localités et la méfiance d'une partie des communautés envers les équipes médicales. Le nouveau gouverneur est donc attendu sur plusieurs fronts. Au-delà de la poursuite des opérations militaires contre les groupes armés, il devra renforcer la protection des civils, restaurer progressivement l'autorité de l'État dans les zones les plus affectées, améliorer la collaboration entre les forces de sécurité, les autorités locales et les communautés, tout en facilitant l'action humanitaire et la riposte contre Ebola. Sa mission sera également de rétablir la confiance entre les institutions et les populations, indispensable pour lutter efficacement contre la désinformation, encourager l'adhésion aux mesures sanitaires et favoriser le retour progressif de personnes déplacées. Dans une province où la paix demeure fragile et où la crise sanitaire accentue les souffrances des populations, les habitants attendent désormais des résultats concrets. Dans le domaine de la santé, un mois après la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, l'organisation Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Malgré les efforts engagés, la réponse reste insuffisante face à une maladie qui continue de se propager, principalement en Ituri. MSF appelle les autorités et leurs partenaires à renforcer d'urgence le dépistage, la surveillance et l'engagement de communautés. Le point avec Domomat. Un mois après le début de l'épidémie, Ebola progresse plus vite que la réponse. C'est le constat dressé par Médecins sans frontières dans un communiqué publié ce lundi. Selon l'organisation humanitaire, d'importantes failles persistent dans les dépistages, la surveillance des cas, la recherche des personnes contacts et la sensibilisation des populations. L'Ituri reste de loin la province la plus touchée, avec près de 95% des cas enregistrés en RDC. Les autorités sanitaires font état de plus de 650 cas confirmés et de plus de 130 décès. Mais pour MSF, ces chiffres seraient largement en dessous de la réalité. De nombreuses zones restant difficiles d'accès en raison de l'insécurité. L'organisation affirme également que plusieurs centres de traitement sont débordés et que de nombreux malades arrivent tardivement dans les structures de soins sans avoir été identifiés auparavant comme cas contact. Autre défi, la méfiance d'une partie de la population envers les équipes de riposte. Pour MSF, la lutte contre Ebola ne peut être efficace sans une plus grande implication des communautés locales et sans le maintien des soins de santé essentiels, notamment pour les femmes enceintes, les enfants et les malades souffrant d'autres pathologies. Face à une épidémie qui touche également le Nord Kivu, les Sud Kivu et l'Ouganda voisin, Médecins sans frontières appelle les autorités congolaises et l'ensemble des partenaires à accélérer les déploiements des équipes, améliorer les dépistages et faciliter l'accès aux zones affectées avant que la situation ne devienne plus difficile à maîtriser. Sur un tout autre sujet, le Rwanda a officiellement annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'issue du 26e sommet et ordinaire qui s'est tenu à Malabo. Kigali a justifié cette décision par plusieurs raisons, dans le blocage de la présidence et les tensions régionales. Quid des conséquences économiques de la décision? Réponse avec Gustave Omba, acteur politique et coordonnateur du cercle de réflexion Café d'élite. Je crois que du point de vue appréciation, je n'ai pas assez de commentaires à faire, étant donné que le Rwanda, c'est un État souverain. Si je dois me comporter comme un analyste autour de la question, je puis me dire que cette motivation que le Rwanda vient de prendre est peut-être également liée à l'opportunité qu'il a eue au travers le projet de contrat qu'il a signé entre le Congo, le Washington et le Rwanda. Parce que dans cette convention économique d'affaires, le Rwanda s'en sort quand même avec beaucoup de certains avantages. Et si peut-être il a évalué les avantages qu'il a dans la sous-région des États de l'Afrique centrale et ce qu'il vient d'avoir avec le Congo, face à l'impulsion de la stratégie américaine, vous sentirez que le Rwanda se met dans une position d'assurance économique en s'attachant seulement aux engagements qu'il a pris avec le Congo face à Washington. Il a déjà des retombées. Les retombées les plus importantes aujourd'hui, c'est cette capacité d'avoir le pouvoir énergétique. Quand l'Amérique sanctionne le Rwanda une matinée, et quelques heures après, il lui donne une opportunité d'avoir le pouvoir d'énergie nucléaire civile dans une zone où elle n'a pas assez de produits à mettre en valeur. Donc, s'il faut retourner sur les accords qui a été signé à Washington, c'est le Congo qui produit tout.
Ce qui veut dire que le Congo va rester dépendant de l'énergie rwandaise et que celui qui a l'énergie, il a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il dicte la règle. C'est là où je pense que stratégiquement, en tant qu'analyste, dans le cercle de réflexion des cafés d'élite, je me suis dit, ce retrait ne peut qu'avoir une motivation liée à ce qu'il a déjà comme acquis, l'opportunité Congo. C'est une façon pour nous, au Congo également, de nous poser la question, que devait être également notre attitude face à certains engagements que nous avons pris. Nous avons, je ne voulais pas parler de EAC. Quelles sont les retombées de l'EAC sur l'économie nationale par rapport à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes accompagnés par ce partenaire? Est-ce que dans la région ici, nous avons vraiment nous appliquons vraiment les engagements pour lesquels nous sommes engagés à pouvoir bénéficier économiquement des activités qui se créent dans la région pour nous permettre de dire que cette organisation nous est utile? C'est une question de réflexion pour le Congo et de pouvoir réfléchir sur les 10 prochaines années. Est-ce que ça nous sert encore à quelque chose? Effectivement, oui, mais quelles sont les retombées immédiates à court terme, à moyen terme, à long terme? À présent, un constat fait à Kinshasa, les bulldozers rasent, mais l'après-démolition pose question. Plusieurs mois après les opérations, les gravats sont toujours visibles. Les aménagements promis tardent à voir le jour et certains sites comme Pakajuma sont progressivement réoccupés. Un constat qui interroge sur le suivi de ces opérations. Véronica Kapinga nous en dit plus. À Kinshasa, le bruit des bulldozers est devenu presque quotidien. Depuis plusieurs années, les opérations de démolition se succèdent à travers la capitale. L'objectif affiché est le même: récupérer les emprises publiques, élargir les routes, lutter contre les constructions anarchiques et réduire les risques d'inondation. Mais une question demeure: que devient un site après sa démolition? Une fois les engins repartis, les gravats restent parfois sur place pendant plusieurs mois. Les travaux d'aménagement annoncés tardent à démarrer, tandis que certains espaces libérés sont progressivement réoccupés. C'est le cas à Pakadjou, dans la commune de Limité. Après les démolitions menées récemment pour libérer l'emprise ferroviaire de l'Onatra, plusieurs familles sont revenues s'installer avec des abris de fortune à proximité du site, malgré les mises en garde des autorités. Le constat est similaire dans d'autres quartiers de la capitale, où les démolitions soulèvent une autre préoccupation, celle du suivi. Les populations attendent non seulement l'évacuation des décombres, mais aussi la réalisation effective des routes, caniveaux et autres ouvrages annoncés. Au-delà de la démolition elle-même, c'est donc la question de l'après qui est posée. Car sans aménagement rapide, sans contrôle des espaces libérés et sans accompagnement des personnes déguerpies, le risque est grand de voir les occupations anarchiques réapparaître, remettant en cause les objectifs poursuivis par les autorités. Je l'ai dit au tout début, un homme d'une trentaine d'années, père de 4 enfants, est décédé par électrocution lundi 15 juin 2026 dans le quartier Kabulameshi à Lubumbashi. Il tentait présumément de voler un câble à haute tension de la SNEL lorsqu'il a été foudroyé par une décharge électrique. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Héritier Lelo et Gigi Nendi pour les détails. Drame à Lubumbashi. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie par électrocution ce lundi 15 juin 2026 dans le quartier Kabulameshi. Selon les premières informations, la victime tentait de voler un câble à haute tension de 50 kV appartenant à la Société nationale d'électricité, la SNEL. Alerté, le directeur régional sud de la SNEL, Raf Mbayo, s'est rendu sur place avec le conseiller juridique Laurent Assoumani pour constater les faits. Malheureusement, ce sont des cas que nous constatons depuis ces derniers temps. Et ce que nous constatons ici, c'est que nous sommes sur la ligne 50 kV qui relie les répartiteurs sud, RS, et le poste Unilo. Cette ligne est sous tension. Alors, il semble que c'était une équipe de 6 personnes, les autres ont disparu.
et lui a succombé. Et donc l'école que nous constatons là, il est pratiquement sans vie. Et nous attendons que nos amis fassent leur travail aussi. Nous avons le chef de quartier, il y aura aussi d'autres équipes qui vont venir faire les centres. D'après plusieurs témoignages, cette tentative de vol aurait été déjouée grâce à l'intervention d'une patrouille de la garde républicaine qui effectuait une ronde dans le secteur. La chef du quartier Kaboulamechi, Micheline Soudila, a condamné cet acte qu'elle qualifie d'atteinte au patrimoine public. Elle a également appelé les habitants à redoubler de vigilance face à la recrudescence des vols d'installations électriques. Après l'incident, les équipes techniques de la SNEL ont procédé à la descente du corps resté suspendu au pylône. Sur instruction du procureur de la République, la dépouille a ensuite été évacuée vers la morgue pour les formalités d'usage. La victime, identifiée sous le nom d'héritier, laisse derrière elle 4 enfants. Une enquête a été ouverte afin d'établir toutes les circonstances de ce drame. Et en sport, à l'approche du choc face au Portugal, les Léopards peuvent puiser de l'inspiration dans les récentes performances du Maroc, accroché par le Brésil par 1-0 et de la Côte d'Ivoire, victorieuse de l'Équateur par 1-0. Entre ambition sportive, difficulté de visa pour certains animateurs congolais et présence annoncée du président Félix Tshisekedi à Houston, la RDC s'apprête à vivre un rendez-vous majeur de son histoire mondiale. Blaise Couzola. D'Ivoire a créé la surprise en battant l'Équateur 1-0. Ces performances peuvent servir de source de motivation à la RDC qui affrontera le Portugal le 17 juin à Houston. Face à un adversaire annoncé favori, les Léopards savent désormais que les exploits africains sont possibles à condition d'afficher discipline, solidarité et efficacité. L'enjeu dépasse le simple cadre sportif, alors que plusieurs animateurs congolais n'ont pas obtenu de visa pour les États-Unis et le Canada afin de couvrir la compétition. La présence annoncée du président Félix Tshisekedi à Houston témoigne de l'importance de ces rendez-vous pour le pays. Portés par tout un peuple, les Léopards auront l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais face à l'une des grandes nations européennes. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont montré le chemin à la RDC désormais de saisir sa chance. Toujours en sport, alors que les premiers matchs de la Coupe du Monde 2026 se disputent aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les 16 stades hôtes confirment leur statut de vitrine architecturale du football mondial. Des enceintes historiques aux arènes ultramodernes, elles offrent un décor spectaculaire à une compétition qui rassemble pour la première fois 48 nations. Blaise Couzola encore une fois. Depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le regard ne se porte pas uniquement sur le star du ballon rond. Le stade qui accueille la compétition participe eux aussi au spectacle. Répartis dans 16 villes d'Amérique du Nord, ces enceintes impressionnent autant par leur architecture que par leur capacité à faire vibrer des dizaines de milliers de supporters. Au Mexique, l'emblématique Estadio Azteca continue d'écrire sa légende. Modernisé pour l'événement, le stade qui a vu triompher Pelé en 70 et Diego Maradona en 96 à 86 a retrouvé toute sa splendeur. Son atmosphère unique et son histoire en font l'un des symboles de cette Coupe du Monde. Aux États-Unis, la démesure est partout. Le AT&T Stadium impressionne par ses dimensions gigantesques et son écran monumental suspendu au-dessus de la pelouse. À Los Angeles, le SoFi Stadium séduit par ses lignes futuristes et sa toiture transparente qui laisse pénétrer la lumière californienne. À Atlanta, le Mercedes-Benz Stadium attire les regards avec son toit rétractable en forme de diaphragme, devenu une référence mondiale en matière d'architecture sportive. La finale se jouera dans le majestueux MetLife Stadium. Avec son immense capacité et sa proximité avec New York, il constitue le cadre idéal pour couronner le futur champion du monde. Le Canada n'est pas en reste. Les BC Place et les BMO Field offrent une ambiance plus optimiste, mais tout aussi spectaculaire. Leur modernisation récente leur permet de rivaliser avec les plus grandes enceintes du continent. De Seattle à Miami, de Houston à Philadelphie, chaque stade possède son identité. Certains
certains séduisent par leur modernité, d'autres par leur histoire ou leur insertion dans le paysage urbain. Ensemble, ils forment une véritable galerie architecturale à ciel ouvert. Alors que la compétition bat son plein et que les tribunes se remplissent chaque jour davantage, ces 7 stades démontrent qu'ils sont bien plus que de simples lieux de compétition. Ils sont devenus les décors grandioses d'un mondial historique où les spectacles commencent bien avant le coup d'envoi. L'actualité, c'est aussi au-delà des frontières nationales. À présent, faisons place à la page internationale. Portés par la transition énergétique, les minéraux utilisés dans les technologies d'énergie propre occupent une place croissante dans les stratégies industrielles des pays producteurs. Cette tendance s'observe aussi en Afrique, comme l'illustre le cas du Zimbabwe avec sa filière lithium. Daniela Kalala. En 2025, l'Afrique subsaharienne est devenue la première destination africaine des exportations agricoles françaises. En Afrique du Sud, le ministère du Commerce et de l'Industrie a publié la semaine dernière sa stratégie de développement industriel 2026. Le document propose notamment de conditionner l'attribution préférentielle de permis miniers à des engagements de formation locale de minéraux critiques, une mesure suscitant déjà des critiques au sein de l'industrie minière. Cette initiative intervient dans un contexte où les pays cherchent à enrayer son déclin industriel, sanctionné par la perte en 2025 de son statut de première puissance manufacturière du continent au profit du Maroc. Partant du constat d'une désindustrialisation progressive de l'Afrique du Sud, les documents s'articulent autour de plusieurs leviers d'action, dont la diversification de l'économie par les renforcements de la valeur ajoutée locale. Cette orientation accorde une place importante à la transformation des ressources minérales, allant du chrome aux minéraux critiques utilisés dans les technologies propres telles que le lithium, les cobalt, les métaux du groupe platine et les terres rares. Les DETIC prévoient ainsi d'introduire des mécanismes destinés à accélérer les investissements dans les capacités locales de transformation en coordination avec le ministère des Ressources minérales et du pétrole. Cette orientation n'est pas un cas isolé sur les continents. Elle fait écho aux politiques de transformation locale déjà mises en œuvre au Zimbabwe autour du lithium, en République démocratique du Congo pour les cobalt ou encore en Guinée dans la filière bauxite. Ces positionnements de l'Afrique du Sud est d'autant plus significatif que la Banque africaine de développement évoquait en mai un déclin constant de sa compétitivité industrielle dans son Africa Industrial Index 2025. L'institution relie d'ailleurs cette tendance à la perte du leadership manufacturier continental du pays. Autant de zones d'ombre que les gouvernements sud-africains devra clarifier en cas de mise en œuvre de sa stratégie, laquelle ne constitue pas encore une loi. En France, une part importante des exportations de produits agricoles et agroalimentaires est dirigée en dehors de l'Union européenne. Les pays africains font partie des clients qui comptent pour les acteurs tricolores. Daniela Kalala. En 2025, l'Afrique subsaharienne est devenue la première destination africaine des exportations agricoles françaises avec 2,2 milliards d'euros d'achats, dépassant l'Afrique du Nord dont les importations ont reculé de 13% à 1,9 milliard d'euros. Il s'agit seulement de la deuxième fois depuis 2009 qu'un tel basculement est observé. Cette contre-performance nord-africaine est principalement liée à l'Algérie qui n'a importé aucun blé tendre français en 2025 contre une moyenne de 2 millions de tonnes par an entre 2020 et 2024. Les tensions diplomatiques entre les deux pays et la préférence accordée aux près du quart des achats de la région. Le Sénégal suit avec 264 millions d'euros, tandis que le pays d'Afrique australe ont importé pour 642 millions d'euros, principalement en Afrique du Sud, à Maurice et à Madagascar. Une autre manière de vous informer dans ce journal, c'est avec la revue de presse dans une lecture faite par Blaise Couzola.
Aux enjeux politiques du moment, Africa News revient sur la guerre des bilans qui oppose le pouvoir et l'opposition après les sit-ins du 12 juin sur le boulevard Triomphal. Alors que l'opposition, des ONG et plusieurs partenaires internationaux évoquent des morts, des blessés graves et un usage excessif de la force, le gouvernement rejette tout décès et annonce l'ouverture d'une enquête. Entre guerre des chiffres et bataille des récits, une seule certitude demeure, la vérité est désormais au cœur de l'affrontement politique. Dans le prolongement de cette séquence politique, la référence plus présente la plénière de ce 15 juin au Sénat comme un véritable rendez-vous avec l'histoire. La consoeur estime que l'examen de la proposition de loi référendaire dite loi Ngandankoy, soupçonnée par ses détracteurs d'ouvrir la voie à une révision constitutionnelle, place la Chambre haute face à une décision aux lourdes conséquences politiques. En établissant un parallèle avec la crise de 2015, les quotidiens estiment que le Sénat joue bien plus qu'un vote, il joue sa place dans l'histoire politique de la RDC. Sur le front sécuritaire, la tempête des tropiques rapporte une reprise des hostilités à Bouimba, en territoire de Walikale, où des violents affrontements opposent depuis le 13 juin les rebelles de l'FCM 23 RDF au Wazalendo. Le quotidien souligne que ce combat, marqué par l'usage d'armes lourdes, ravive la psychose sécuritaire dans les villages environnants quelques jours seulement après la reprise de cette agglomération par le Wazalendo. Sur les volets économiques, Géopolis Hebdo met en avant la montée en puissance de la plateforme numérique Talo, présentée comme le nouveau baromètre de l'économie congolaise. Selon les tri hebdomadaires, le gouvernement entend renforcer la surveillance des marchés grâce à un suivi en temps réel de prix, des stocks et des flux commerciaux. Déjà opérationnels dans 17 villes, les dispositifs devraient progressivement couvrir l'ensemble du territoire afin de mieux anticiper les tensions sur le marché et consolider la stabilité de prix. Dans la même dynamique des régulations du marché, Forum d'Osas revient sur le lancement à Lubumbashi de la vente subventionnée de la farine de maïs, une mesure destinée à desserrer les taux de la vie chère. Le quotidien souligne que ce programme permet désormais aux ménages d'acquérir un sac de farine à 32 500 francs congolais avec un dispositif de traçabilité et de garde-fous contre la fraude afin de garantir que cette mesure sociale profite effectivement aux populations. Autre chantier mis en avant par la presse, Info 27 salue les lancements officiels du RDC Pass, présenté comme la clé de voûte de la souveraineté numérique du pays. Selon le média, cet identifiant numérique unique permettra de simplifier l'accès aux services publics dématérialisés, de renforcer l'interconnexion des administrations et d'accélérer la transformation numérique de la RDC. Pour le confrère, ces projets constituent un jalon stratégique de l'ambition présidentielle de bâtir une nation digitale, moderne et connectée à l'horizon 2030. Fin de cette revue de presse. Bon début de semaine à vous. Il s'agit plutôt de la voix de Dambomat que vous venez de suivre et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Place au rappel des titres. Un mois après la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, Médecins sans frontières alerte sur une riposte encore insuffisante alors que la maladie continue de se propager en Ituri. L'organisation appelle à renforcer d'urgence le dépistage et la surveillance. Et puis à Lubumbashi, un homme d'une trentaine d'années est mort électrocuté dans le quartier Kabulameshi. Il tentait présumément de voler un câble à haute tension de la SNEL. Une enquête est en cours. Enfin, les pays africains figurent parmi les principaux débouchés des exportations agricoles et agroalimentaires françaises hors Union européenne, un marché stratégique pour les acteurs du secteur. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur les programmes de Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.